Nicolas Dubois rentrait tout juste chez lui, au terme d'une nouvelle journée harassante, une succession de réunions qui l'avait laissé vider de toute substance. Il relâcha le nœud de sa cravate d'un geste mécanique, jeta sa serviette en cuir sur un sofa du vaste salon et prit le chemin de la chambre de son fils. Le claquement de ses chaussures sur le sol en marbre était le seul bruit à troubler le silence de mort qui régnait dans la demeure. Soudain, il s'immobilisa dans le couloir. Une musique discrète, presque un murmure, filtrait depuis la remise située au fond du parc. Une mélodie au piano, douce et inconnue. Piqué par la curiosité, le cœur battant à une cadence inhabituelle, il bifurqua, traversa la gigantesque cuisine et sortit dans le jardin. C'est alors, en jetant un œil par l'entrebâillement de la porte de la petite dépendance, qu'il la vit. Sandrine, sa gouvernante, dansait. Ce n'était cependant pas une simple danse. Elle tenait les mains de Léo, son fils. Et l'enfant, celui qui était confiné à un fauteuil roulant depuis des mois, était sur ses deux jambes. Il se tenait là, vacillant certes, mais debout, s'efforçant de suivre les mouvements que Sandrine lui indiquait, un sourire d'une pureté désarmante sur les lèvres. Un sourire que Nicolas avait cru perdu à jamais. Le cœur de Nicolas explosa dans sa cage thoracique. Un tourbillon d'incompréhension et de stupeur l'envahit. Mais que pouvait-il bien se passer? Avant d'aller plus loin dans cette histoire, pensez à vous abonner à notre chaîne. Ici, nous donnons une voix aux souvenirs et aux parcours de vie oubliés, porteurs d'une sagesse intemporelle. Nicolas Dubois n'était pas seulement riche, il était à la tête d'une fortune colossale, PDG de l'un des plus grands groupes de construction de France, avec des filiales à Paris, Lyon, et même jusqu'à Miami. Tout ce qu'il entreprenait semblait couronné de succès, du moins en apparence. Car intérieurement, Nicolas était un homme brisé. Son manoir, une immense propriété sise dans un quartier huppé des Yvelines, était la vitrine de sa réussite. 15 chambres, une piscine aux dimensions olympiques, des jardins paysagers dignes des plus grands magazines et un garage rempli de bolides de luxe. Rien de tout cela n'avait plus la moindre saveur. Depuis la mort accidentelle de son épouse, Isabelle, 2 ans plus tôt, cette maison n'était plus qu'un tombeau glacial, silencieux et vide. Et Léo, leur fils de 11 ans, avait perdu dans cet accident bien plus que sa mère. Il avait été victime d'une lésion médulaire. Le diagnostic des médecins était tombé comme un coup près, il ne pourrait plus jamais marcher. Le fauteuil roulant était devenu sa prison. Nicolas avait remué ciel et terre, consultant les plus grands spécialistes d'Europe, l'emmenant dans des cliniques privées en Suisse et aux États-Unis, dépensant des sommes folles. En vain. Léo s'était alors enfermé dans un mutisme poignant, et Nicolas, incapable de faire face à la douleur de son enfant, s'était réfugié corps et âme dans son travail. Signer des marchés était une échappatoire bien plus simple que de croiser le regard éteint de son fils. De son côté, Sandrine Martin ne possédait rien, ou si peu. Pas d'argent, mais une ressource bien plus précieuse, une force intérieure à toute épreuve. Elle habitait un quartier populaire de la banlieue parisienne, dans un modeste appartement qu'elle partageait avec ses 2 enfants, Lucas, 15 ans, et Manon, 13 ans. Depuis que son mari l'avait quittée alors que Manon était encore un nourrisson, Sandrine se démenait pour assurer leur avenir. Elle était kinésithérapeute diplômée d'État, une praticienne douée et passionnée. Mais face à l'urgence financière après le départ de son conjoint et l'accumulation des dettes, elle avait dû se résoudre à prendre une décision radicale. Le besoin d'un revenu stable et immédiat l'avait contrainte à mettre sa vocation de côté. La mort dans l'âme, elle avait rangé son diplôme et avait accepté des emplois de femme de ménage. Ses journées étaient un enchaînement de tâches, ménage le matin, cuisine l'après-midi, repassage le soir. Tout cela, pour que Lucas et Manon ne manquent de rien, puissent poursuivre leurs études et rêver à une vie meilleure. Lorsqu'elle avait décroché ce poste chez les Dubois, elle s'attendait à une routine semblable aux autres. Mais sa première rencontre avec Léo, et la vision de ce petit garçon emmuré dans sa tristesse et son fauteuil, avait provoqué un électrochoc. Elle reconnaissait cette souffrance. Pas celle du corps, mais celle de l'âme, cette impression d'être dans une impasse, privée de tout espoir. À cet instant, Sandrine avait su qu'elle ne pouvait pas rester inactive. Au départ, elle se contenta de lui parler. Elle l'interrogeait sur ses dessins, ses jeux. Léo ne répondait que brièvement. Puis un jour, alors qu'elle rangeait sa chambre, elle commença à lui raconter des anecdotes sur ses enfants, la chute de vélo de Lucas en voulant épater une voisine, la coloration capillaire rose de Manon qui lui avait valu le surnom de « flamant rose ». Un petit rire s'échappa alors des lèvres de Léo. C'était la première fois qu'il souriait depuis des mois.
Dès lors, Sandrine intégra, l'air de rien, de petits exercices à leur quotidien. Léo, tu veux bien m'attraper ce livre? Tente de saisir la télécommande. On s'étire un peu pour ne pas se rouiller sur cette chaise. C'était de la kinésithérapie ludique. Léo n'y voyait que du feu, mais Sandrine savait exactement ce qu'elle faisait. Elle mettait en pratique, avec une infinie patience et sans jamais le brusquer, toutes les connaissances acquises durant ses études. Et les résultats ne se firent pas attendre. Les muscles de Léo commençaient à répondre, ses gestes gagnaient en assurance. Une lueur d'espoir renaissait dans son regard. C'est dans ce contexte que Valérie Leclerc fit son entrée dans la vie de Nicolas. Nommée directrice des opérations du groupe Dubois, ses ambitions dépassaient largement le cadre professionnel. Valérie était une femme brillante, séduisante, et une redoutable stratège. Usant de prétextes professionnels, elle se rapprocha de Nicolas, devint sa confidente et pansa ses plaies. Esselé et vulnérable, Nicolas se laissa prendre au piège de sa séduction. Léo, en revanche, perçut immédiatement sa duplicité. Les enfants ont un don pour déceler le faux. Il n'aimait pas la façon dont elle toisait Sandrine, son attitude condescendante avec le personnel en l'absence de Nicolas, et surtout, sa jalousie à peine voilée envers la complicité qui l'unissait à sa gouvernante. Valérie avait bien compris que Sandrine exerçait sur Léo une influence qu'elle-même n'obtiendrait jamais. Plus grave encore, Nicolas commençait non seulement à voir les progrès de son fils, mais aussi à porter sur Sandrine un regard chargé de reconnaissance. La situation devenait périlleuse pour ses plans. Il fallait qu'elle agisse. Nicolas, en effet, avait remarqué le changement. Tout comme le corps médical. Le docteur Stéphane Moreau, qui suivait Léo depuis plus d'1 an, était déconcerté. « Je ne comprends pas », avait-il avoué à Nicolas. Les progrès de Léo sont cliniquement inexplicables. Son tonus musculaire s'est amélioré, ses réflexes sont meilleurs. Il s'est passé quelque chose. Valérie saisit la perche. « Nicolas, réalises-tu tout le temps que cette femme passe avec ton fils? Ne trouves-tu pas cela un peu curieux? Sais-tu réellement à qui tu as affaire ?» Sa voix était un murmure mielleux et faussement inquiet, mais le poison était distillé. Nicolas, que les épreuves avaient rendu méfiant, laissa le doute s'insinuer. Qui était vraiment Sandrine? Quel était son intérêt? Y avait-il une arrière-pensée? Rongé par l'incertitude, il prit une décision radicale, il fit installer des caméras de surveillance. Ce qu'il découvrit sur les enregistrements le laissa sans voix. Il vit Sandrine et Léo dans la remise, transformée en salle de rééducation de fortune avec des tapis, des élastiques et des ballons. Il la vit lui faire pratiquer des exercices thérapeutiques avec une précision professionnelle. Il la vit même danser avec lui, et vit Léo sourire en retour, participant activement. La stupeur le saisit. Qui était donc cette femme? La situation atteignit son paroxysme un samedi après-midi. Lucas et Manon, les enfants de Sandrine, étaient venus lui rendre visite. Nicolas ignorait leur existence. Léo les accueillit comme des frères, rayonnant de joie en les présentant à son père. Lucas avait apporté sa console de jeu, Manon des romans d'aventure. Leurs rires emplirent le manoir, lui redonnant vie pour la première fois depuis des années. Nicolas observait la scène, décontenancé. Comment cette femme modeste avait-elle pu élever des enfants si équilibrés et lumineux, alors que lui, avec tous ses millions, se sentait si impuissant face à son propre fils? Valérie, elle, y vit l'occasion parfaite pour frapper. Le soir venu, elle l'interpella. « Tu as vu? Elle invite ses enfants ici sans te le demander. Elle se croit chez elle. Pire, elle pratique sur ton fils des soins illégaux. Elle n'a aucune autorisation d'exercer. S'il arrive quelque chose, tu seras tenu pour responsable. Elle fait courir un risque à Léo. » L'argument juridique fit mouche. La peur glaça le sang de Nicolas. C'était vrai. Et si Léo se blessait? La loi donnerait raison à Valérie. Pourtant, son instinct lui hurlait le contraire. Le lundi suivant, Nicolas fit appeler Sandrine dans son bureau. L'atmosphère était électrique. Il se tenait debout, les bras croisés. Sandrine comprit immédiatement la gravité de la situation. « Sandrine, je veux la vérité. Que faites-vous exactement avec mon fils ?» Sa voix était tranchante, mais trahissait une profonde angoisse. Sandrine respira profondément. Elle s'était préparée à ce moment. « Monsieur Dubois, je suis kinésithérapeute.
C'est le métier que j'ai appris. J'ai obtenu mon diplôme il y a 15 ans. Mais j'ai dû arrêter d'exercer quand mon mari m'a laissé, pour trouver un travail qui me permette d'élever seul mes enfants. Quand j'ai rencontré Léo, j'ai vu un enfant qui abandonnait. Je ne pouvais pas le laisser faire. J'ai commencé à l'aider à travers des jeux. Je n'ai jamais eu l'intention de vous tromper. Je voulais juste lui redonner espoir. Sa voix se brisa, mais son regard resta franc. Je sais que j'ai eu tort de ne pas vous en parler. Mais regardez votre fils, monsieur. Il sourit. Il se bat. Il espère. Ce n'était pas un calcul. C'était de l'amour. L'amour d'une mère, l'amour de quelqu'un qui connaît la souffrance et refuse de la voir s'abattre sur un enfant. Une émotion intense étreignit Nicolas. Il allait parler, mais la porte s'ouvrit sur Léo, qui manœuvrait lui-même son fauteuil avec une assurance nouvelle. « Papa, ne la renvoie pas. Je t'en prie. » Sa voix était claire et forte, comme Nicolas ne l'avait pas entendue depuis si longtemps. Elle est la seule à avoir cru en moi. Les médecins ont dit que c'était fini. Et toi aussi, tu l'as cru, papa. Tu avais renoncé. Pas elle. Sandrine m'a convaincu que c'était possible, et je suis en train de le prouver. Puis, sous le regard abasourdi de son père, Léo se hissa sur les accoudoirs, contracta les muscles de ses jambes, et se mit debout. Il tremblait de tous ses membres, mais il tenait. 10 secondes. 15. 20. Les larmes inondèrent le visage de Nicolas. Il s'effondra à genoux et enlaça son fils. Valérie joua sa dernière carte. Elle apporta les vidéos au docteur Moreau, le sommant de signaler Sandrine à l'ordre des masseurs kinésithérapeutes. Après visionnage, le médecin fut abasourdi. Ce n'est pas de l'amateurisme, c'est remarquable. Elle a accompli ce que j'aurais dû faire. C'est ma propre pratique que je devrais remettre en question. Le docteur Moreau contacta Nicolas avec une proposition, faites réactiver la licence de Sandrine. Je la formerai aux approches les plus récentes, et nous mettrons au point un programme intensif pour Léo qui pourrait bien changer son avenir. Nicolas accepta sur le champ. Il finança la réinscription de Sandrine à l'ordre, ses formations, et fit de la remise une clinique de pointe. Quant à Valérie, le voile était enfin levé. Il la convoqua et la congédia devant ses collaborateurs. Vous avez essayé de briser la seule lueur d'espoir qui était entrée dans cette maison. Votre place n'est plus ici. Ni dans ma société, ni dans ma vie. Valérie quitta les lieux, humiliée et furieuse. Une nouvelle ère commençait pour le manoir. 6 mois plus tard, Léo marchait à l'aide d'un déambulateur. Nicolas était métamorphosé. Il avait délégué une grande partie de son travail, dînait chaque soir avec son fils, et était, enfin, un père présent. Une idée germa alors en lui. Si un tel miracle a été possible pour nous, pourquoi pas pour d'autres? La Fondation Espoir en Mouvement était née. Nicolas y injecta des millions, créant un centre de soins gratuit pour les enfants atteints de handicap moteur. Sandrine en devint la directrice clinique, le docteur Moreau le responsable médical, et Léo, son plus vibrant ambassadeur. Lors de l'inauguration, le discours de Léo toucha l'auditoire en plein cœur. Je croyais ma vie terminée après avoir perdu ma mère et l'usage de mes jambes. J'ai appris que la vie, parfois, nous met simplement en attente de la bonne personne. Sandrine m'a appris à ne jamais renoncer, et mon père qu'il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Cette fondation est pour tous les enfants qui pensent que leur chance est passée. Elle ne l'est pas, et nous sommes là pour vous le prouver. 2 ans s'écoulèrent. Léo marchait sans aide. Des séquelles persistaient, mais il était autonome. Il vivait. Lucas et Manon faisaient partie intégrante de leur vie. Lucas intégra une grande école d'ingénieur grâce à une bourse offerte par Nicolas. Manon s'investit comme bénévole à la fondation. Nicolas avait changé à jamais. Chaque soir, il consignait ses pensées dans un carnet. J'ai passé ma vie à amasser une fortune, pensant y trouver le bonheur. C'est une femme de condition modeste, au cœur immense, qui m'a enseigné la vraie valeur des choses. La richesse n'est pas sur un compte en banque. Elle réside dans les êtres que l'on aime, les vies que l'on touche, l'amour que l'on sème. Le manoir, jadis si austère, était devenu un lieu de vie et de joie. Les amis de Léo y séjournaient, Sandrine organisait de grands déjeuners dominicaux, Lucas et Manon y apportaient leur énergie communicative. Nicolas, président la tablée, savourait ce bonheur inespéré. Il avait perdu Isabelle,
mais avait trouvé une nouvelle famille, unie non par les liens du sang, mais par l'amour, la résilience et la gratitude. La Fondation Espoir en Mouvement devint une institution de référence. Des centaines d'enfants y furent soignés. Léo, à 15 ans, était un bénévole engagé. Dans les hôpitaux, il partageait son histoire avec les jeunes patients, leur répétant « Accrochez-vous. C'est dur, ça paraît insurmontable, je le sais. Moi aussi, on m'avait dit que je ne marcherais plus. Regardez-moi aujourd'hui. » Sandrine était le pilier de la fondation. Plus une femme de ménage, mais une directrice respectée, une source d'inspiration. La preuve vivante qu'une seule personne, même la plus humble, peut changer le monde. Nicolas, lui, avait enfin compris. Le véritable trésor n'avait jamais été dans ses affaires ou ses biens matériels. Il se trouvait dans les mains d'une femme qui, en nettoyant le sol de sa maison, avait su guérir une blessure bien plus profonde. Le manoir des Dubois n'était plus un lieu de deuil, mais un foyer. Un foyer vibrant d'amour, de rire et de seconde chance, prouvant chaque jour que les plus grands changements naissent souvent des gestes les plus simples. Et que l'amour véritable transcende toutes les barrières. Car au fond, ce qui nous sauve, ce n'est pas ce que l'on possède, mais ce que l'on donne. Et ce que Sandrine avait donné à cette famille, c'était bien plus que des soins. C'était la vie. C'était l'espoir. C'était l'amour. Alors, qu'avez-vous pensé de ce récit? A-t-il résonné en vous? Vous a-t-il ému, inspiré? Partagez dans les commentaires de quelle ville vous nous lisez et quel passage vous a le plus marqué. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui restaurent la foi en l'humanité. Transmettez ce message à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui.